Si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une partie de mon histoire résonne en vous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines réflexions et à rester avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer pourrait bien changer la façon dont vous voyez votre passé. On vous a peut-être rejeté, mis à l'écart, effacé de la photo de famille. Et pourtant, ce n'était pas parce que vous étiez brisé, ce n'était pas parce que vous étiez incapable de vous intégrer. Non, c'était parce que vous refusiez de vous plier, de vous tordre pour convenir à une image qui n'était pas la vôtre. Dans les familles marquées par le narcissisme, l'exil n'est pas seulement une sanction, c'est une preuve. La preuve que vous aviez vu trop clair, que vous ressentiez trop profondément, que vous ne pouviez pas vous conformer à ce mensonge collectif qui permettait aux autres de dormir tranquilles. Vous avez été expulsé du système parce que vous l'aviez compris, parce que peut-être inconsciemment vous avez brisé l'accord silencieux, celui de ne jamais nommer ce qui ne devait pas être nommé. Le philosophe Jean-Paul Sartre parlait de la mauvaise foi, ce moment où l'on trahit sa propre vérité juste pour maintenir une paix fragile. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez vu la faille, la douleur, les contradictions, et vous avez refusé de disparaître dans ce silence. Mais dans un système construit sur le déni, voir et dire la vérité est perçu comme une menace, et dans ces structures, la menace doit être neutralisée. Alors on vous a choisi comme bouc émissaire, pas parce que vous aviez fait du mal, mais parce que votre présence rappelait à chacun ce qu'il refusait d'affronter. Si vous avez été celui ou celle que l'on blâmait toujours, sur qui retombait la colère des autres, si votre simple existence semblait déclencher la honte ou la rage, alors vous connaissez cette sensation d'injustice viscérale. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est pourquoi ce rôle, aussi douloureux qu'il ait été, peut être la première preuve que vous étiez libre intérieurement, même avant de pouvoir l'être extérieurement. Nous allons parler de psychologie, de projection, de philosophie et de ce lien invisible entre vérité et exil. Parce que, dans les familles qui reposent sur le mensonge, la vérité devient toujours la cible. Et le bouc émissaire, lui, n'a jamais été le problème. Il a seulement été la preuve que le problème existait. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans la mécanique précise qui transforme une personne en coupable désigné. Vous verrez comment un système entier peut fabriquer un rôle, et comment il parvient à faire croire à tout le monde, y compris à vous-même, que ce rôle est la vérité. Vous vous souvenez de ce que nous avons évoqué à la fin du chapitre précédent. Dans un système familial dysfonctionnel, la vérité devient la cible. Mais comment cette transformation se produit-elle? Comment passe-t-on du statut de membre de la famille à celui de problème officiel? Cela commence par un processus insidieux, la projection. Dans la psychologie des systèmes familiaux, il existe un concept appelé identification projective. En termes simples, cela signifie que le groupe, souvent sans même en avoir conscience, déplace sur une seule personne tout ce qu'il ne peut pas ou ne veut pas voir en lui-même. La honte qu'ils refusent de ressentir, la colère qu'ils ne savent pas gérer, la douleur qu'ils ont enfouie depuis des années, tout cela doit bien atterrir quelque part. Alors, ils choisissent un réceptacle. Et ce réceptacle, c'est vous. Bell Hooks écrivait « Ce que nous ne pouvons pas affronter en nous-mêmes, nous le diabolisons chez les autres ». C'est exactement ce qui se passe ici. Vous êtes devenu ce miroir déformé sur lequel ils pouvaient projeter leurs parts les plus sombres, puis prétendre qu'elles vous appartenaient. Une fois ce transfert effectué, le reste du système familial s'aligne pour maintenir cette illusion. C'est une véritable hallucination collective. Chaque geste, chaque parole, chaque émotion que vous exprimez est réinterprétée pour confirmer le rôle qu'on vous a attribué. Vous avez osé exprimer votre tristesse. On dira que vous cherchez à manipuler. Vous avez mis une limite. On dira que vous êtes égoïste. Vous avez protesté contre une injustice. On dira que vous êtes agressif. Ce n'est pas seulement de la mésinterprétation, c'est une construction active. Un scénario déjà écrit dans lequel votre personnage n'a pas le droit de sortir de son rôle. Et chaque fois que vous essayez de vous défendre, cela devient une preuve supplémentaire de votre culpabilité. Ce qui est encore plus cruel, c'est que ce processus se passe souvent devant témoins, frères, sœurs, autres membres de la famille, qui, par peur ou par loyauté envers la figure dominante, valident la version officielle. Et ainsi, le mensonge se renforce,
jusqu'à devenir une vérité indiscutable dans le cercle familial. Petit à petit, ce rôle commence à s'infiltrer dans votre propre perception. Vous commencez à douter de vos intentions, à vous demander si, après tout, ils n'ont pas raison. C'est là que la blessure devient la plus profonde, quand le rôle imposé commence à coloniser votre identité. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de cet impact invisible, de la façon dont, à force d'être vu à travers un mensonge, vous finissez par vous regarder avec les yeux de vos accusateurs. Et comment ce processus, s'il n'est pas interrompu, peut vous amener à vous excuser d'exister. Nous avons vu comment un système familial peut fabriquer un coupable sur mesure et l'enfermer dans un rôle immuable. Mais le plus destructeur n'est pas seulement d'être accusé injustement, c'est ce que cette expérience répétée fait à l'intérieur de vous. Lorsque, jour après jour, on vous regarde à travers un mensonge, quelque chose de subtil et de dangereux se produit. Vous commencez à douter de votre propre réalité. Ce n'est pas un simple malentendu. C'est une réécriture constante de qui vous êtes, orchestrée par ceux qui devraient être votre refuge. Le philosophe Søren Kierkegaard disait que la plus grande torture est d'être compris de travers, surtout lorsque ce malentendu est permanent. Et c'est exactement ce que vit le bouc émissaire. Chaque geste, chaque émotion, chaque choix est filtré par le récit imposé. Peu importe votre intention, elle sera interprétée selon le rôle qu'ils vous ont assigné. À force, on apprend à se taire, à se surveiller, à s'excuser pour des choses qui ne sont même pas de notre responsabilité. On commence à croire qu'on est effectivement trop sensible, trop compliqué, trop en colère. On finit par s'excuser, simplement d'être. Cette distorsion constante crée un état de vigilance extrême. Vous analysez chaque mot avant de le dire, chaque expression de votre visage, de peur qu'elle soit utilisée contre vous. Et paradoxalement, plus vous essayez de paraître irréprochable, plus le système trouve des raisons de confirmer son jugement. Ce processus ne laisse pas seulement des cicatrices émotionnelles. Il modifie la façon dont vous vous percevez, dont vous vous reliez aux autres, et même votre capacité à faire confiance à vos propres instincts. Vous commencez à remettre en question votre mémoire, vos ressentis, votre intuition. C'est comme si un filtre permanent s'était installé entre vous et la réalité. Le plus douloureux, c'est que cette méfiance envers soi-même persiste même en dehors du cercle familial. Dans vos relations amicales, amoureuses ou professionnelles, vous pouvez avoir tendance à vous suradapter, à anticiper les besoins des autres au détriment des vôtres, ou à accepter des comportements injustes par peur de provoquer un conflit. Être le bouc émissaire, ce n'est pas seulement être rejeté, c'est être façonné, remodelé, pour correspondre à une image qui n'a jamais été la vôtre. Et ce façonnage laisse un vide. Qui êtes-vous en dehors de ce rôle? Dans le prochain chapitre, nous verrons ce qui se passe lorsque, un jour, vous osez retirer le masque, lorsque vous décidez de ne plus jouer le rôle qu'on vous a écrit, et comment ce choix, même s'il est libérateur, peut faire trembler tout l'édifice familial. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé du rôle imposé, des cicatrices qu'il laisse et du doute insidieux qu'il installe. Mais il arrive un moment, souvent après des années, où quelque chose en vous se brise, ou plutôt se réveille. Ce jour-là, vous décidez, consciemment ou non, de ne plus participer à la pièce de théâtre familiale. Vous arrêtez de vous excuser pour tout. Vous cessez de justifier chacune de vos décisions. Vous ne cherchez plus à corriger une image qui, de toute façon, a été dessinée pour vous maintenir en cage. Et c'est là que le système vacille. Dans la théorie des systèmes familiaux, chaque rôle existe pour maintenir un certain équilibre, même si cet équilibre est profondément toxique. Le bouc émissaire, lui, sert de soupape. Il absorbe les tensions, il porte la honte collective, il détourne l'attention des vraies blessures. Lorsque cette soupape se ferme, toute la pression refoulée se répand dans la famille. Et c'est précisément ce qui fait peur au système. Sans vous pour absorber le poids, chacun est obligé de faire face à ce qu'il évitait. Les secrets, les non-dits, les blessures transmises de génération en génération, tout remonte à la surface. Bien sûr, ils ne le diront jamais ainsi. Au lieu de reconnaître ce que votre refus révèle, ils vous accuseront d'être ingrat, froid, égoïste. Parce qu'il est plus facile de vous reprocher votre changement que d'affronter la vérité qu'il expose. Ce choix de ne plus jouer le rôle n'est pas un acte de vengeance,
C'est un acte de survie. Vous comprenez que continuer à porter ce qui ne vous appartient pas revient à vous nier vous-même. Alors vous dites non. Peut-être pas à voix haute, mais dans vos actes, dans vos limites, dans le fait de ne plus courir après leur validation. Et pourtant, il faut le dire, ce moment n'est pas seulement libérateur, il est aussi terrifiant. Car retirer le masque, c'est aussi perdre tout ce qui vous liait, même faussement, à ce système. Vous perdez une forme d'appartenance, aussi toxique soit-elle. Mais c'est dans cet espace vide que commence le vrai travail. Construire une identité qui n'est pas dictée par le rejet ou la culpabilité. Découvrir qui vous êtes sans ce rôle. Retrouver votre voix, votre regard, votre vérité. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans ce paradoxe. Comment la liberté du bouc émissaire ressemble d'abord à une perte. Comment, avant de sentir la légèreté, on doit traverser le deuil de ce que l'on n'a jamais vraiment eu. On imagine souvent que se libérer d'un rôle imposé, surtout aussi lourd que celui de bouc émissaire, procure immédiatement un sentiment de légèreté. Mais la vérité est plus nuancée. Ce que l'on ressent d'abord, ce n'est pas l'euphorie, c'est un vide. Et ce vide a le goût du deuil, car en quittant ce rôle, on perd bien plus qu'une étiquette. On perd l'illusion d'appartenir à quelque chose, aussi toxique soit-il. On perd l'espoir persistant qu'un jour, en étant assez gentil, assez patient, assez silencieux, on serait enfin vu et reconnu. On perd aussi ses rituels, ses codes, même falsifiés, qui donnaient une impression de lien. C'est une perte complexe, car on pleure à la fois ce que l'on a eu et ce que l'on n'a jamais eu. On pleure les excuses qui ne viendront jamais, les gestes d'amour qui n'existeront que dans notre imagination, l'enfance que personne ne pourra réparer. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait « La liberté, c'est ce que vous faites de ce qui vous a été fait. » Et c'est là que réside le défi. Que faire de ce vide? Car si l'on n'y prend pas garde, on peut vite tenter de le remplir avec les mêmes dynamiques toxiques, ailleurs, juste pour retrouver cette sensation familière de place, même si elle était douloureuse. Pendant cette phase, le corps et l'esprit sont en alerte. Le système nerveux, habitué à fonctionner dans la peur, interprète l'absence de chaos comme un danger. C'est pourquoi beaucoup, après être partis, ressentent une envie de revenir en arrière, juste pour que ça redevienne comme avant, même si avant signifiait souffrance. Ce moment est aussi celui où la tentation de justifier ses choix est la plus forte. On veut expliquer, se faire comprendre, prouver qu'on avait raison. Mais c'est souvent une impasse. Ceux qui avaient besoin que vous soyez en tort ne vont pas soudain admettre qu'ils se sont trompés. Leur histoire les protège, et votre vérité la menace. Accepter cela, c'est accepter de ne pas obtenir la validation que vous attendiez. Et c'est un pas immense vers la véritable liberté, celle qui ne dépend plus de l'approbation d'autrui. Alors, oui, cette étape est inconfortable. Oui, elle ressemble à une perte de repère. Mais c'est aussi ici que commence la reconstruction. Dans ce silence nouveau, il y a la place de redéfinir votre valeur en dehors des mensonges que l'on vous a racontés. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette reconstruction devient un acte de rupture définitive avec le cycle. Comment le bouc émissaire, en refusant de porter ce qui ne lui appartient pas, devient le témoin vivant que l'on peut survivre, et même renaître. Arrivé ici, quelque chose a déjà changé en vous. Vous n'êtes plus seulement la personne qui a quitté un rôle toxique. Vous êtes celui ou celle qui refuse désormais d'hériter de la douleur des autres. Et c'est là que commence la véritable rupture du cycle. Carl Jung disait que l'individuation commence lorsque nous prenons conscience de l'emprise de l'inconscient. En d'autres termes, lorsque vous cessez d'agir selon un script écrit par d'autres et que vous commencez à orienter votre vie selon votre propre vérité. C'est exactement ce que fait l'ancien bouc émissaire lorsqu'il arrête de chercher à rentrer dans un moule qui ne lui a jamais convenu. Rompre le cycle ne signifie pas seulement partir physiquement. Cela veut dire cesser d'alimenter les dynamiques qui vous ont blessé, ne plus accepter le silence forcé, ne plus porter la honte qui ne vous appartient pas, ne plus vous excuser d'exister. Mais cette liberté a une conséquence inattendue. Elle vous rend imprévisible pour ceux qui cherchaient à vous contrôler. Dans les systèmes narcissiques, on sait comment gérer une personne tant qu'elle joue son rôle. Mais face à quelqu'un qui ne dépend plus de leur validation, leur pouvoir s'effondre. Vous devenez ingérable pour leur logique, et c'est exactement ce qui les effraie. Pourtant, cette autonomie ne s'accompagne pas de triomphalisme,
Ce n'est pas une victoire éclatante, c'est une transformation silencieuse. Vous cessez d'attendre l'amour qui ne viendra pas sous la forme que vous espériez, et vous commencez à créer l'amour que vous pouvez vous donner. Viktor Frankl écrivait « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Vous ne pouviez pas changer le passé, ni convaincre ceux qui refusèrent de voir. Mais vous pouviez, et vous pouvez encore, choisir ce que vous allez bâtir à partir de là. Rompre le cycle, c'est aussi accepter que certains ne comprendront jamais. C'est avancer sans chercher à corriger leur récit. Et c'est, paradoxalement, dans ce lâcher-prise que l'on retrouve le plus de force. Car votre valeur ne se mesure plus à travers leurs yeux. Alors, posez-vous cette question. Qui seriez-vous si vous n'aviez plus à défendre votre vérité? Quelle version de vous attend depuis des années que vous cessiez de vous battre pour être cru? Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes la preuve vivante qu'il est possible de survivre à ce que d'autres ne peuvent même pas nommer. Votre histoire n'est pas seulement celle d'une blessure, c'est celle d'une renaissance. Et votre liberté, même silencieuse, est une révolution. Si cette histoire a résonné en vous, sachez une chose, vous n'êtes pas seul, et ce que vous portez ne définit pas qui vous êtes. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez la preuve que le problème existait. Si vous avez vous aussi brisé le cycle, même au prix de la douleur ou de l'exil, écrivez en commentaire « J'ai brisé le cycle, mais il m'a brisé d'abord ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à avancer ensemble vers une vie libérée du poids des histoires imposées. Votre guérison n'a pas besoin d'être bruyante pour être révolutionnaire. Elle commence ici, maintenant, avec vous.